fort probablement des gens nous rejoignent en cours de route. Et ça pose pas du tout de soucis. Donc, comme vous l'avez peut-être déjà vu, et pour information, donc le webinaire sera enregistré afin de pouvoir être diffusé ultérieurement dans les établissements, mais aussi en dehors. Donc voilà, important de vous en informer. Bienvenue à toutes et à tous, hein, en tout cas à ce webinaire donc, qui est consacré au modèle de soutien aux transitions interordres réussies, donc développé par l'Université du Québec. Déjà, un tout grand merci évidemment à Marjolaine Veilleux et Julie Courcy de l'Université du Québec pour leur disponibilité d'une part, et d'autre part leur futur partage. Peut-être un petit mot sur nous-mêmes, la direction de l'enseignement supérieur, donc du CEGEC pour ceux qui nous connaissent moins ou peu. Donc pour information, la direction de l'enseignement supérieur du CEGEC, qu'on abrège DIRSUP, regroupe donc 7 hautes écoles, dont 51 000 étudiants, qui proposent 250 formations différentes et 6 écoles supérieures des arts, ce qui représente environ 4 000 étudiants qui dispense, elle, 200 formations en Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. Alors, nos missions principales sont notamment de promouvoir les intérêts de ces 13 établissements et de leur pouvoir organisateur auprès des instances officielles d'avis de l'enseignement supérieur et également auprès des responsables politiques et administratifs en charge de cet enseignement. C'est également d'apporter un support et un conseil à la gestion administrative, juridique, financière ou pédagogique des établissements affiliés, notamment via la création de groupes de travail et d'échanges, et également d'organiser des formations et des séminaires pour les directions et les cadres. Donc nous réunissons en fait également des groupes de travail thématiques, dont un groupe de formation et d'échange avec les membres des services d'aide à la réussite de nos établissements. Et c'est donc dans ce cadre que nous vous proposons aujourd'hui de découvrir ce modèle de soutien aux transitions interordres réussies, développé donc, comme je l'ai dit, par l'Université du Québec. En fait, ce modèle a retenu notre attention, non pas comme une solution à transposer telle quelle, mais plutôt comme une source d'inspiration pour alimenter nos réflexions et potentiellement faire évoluer certaines pratiques dans notre propre contexte ici en Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, bien que le modèle s'inscrive dans le paysage spécifique de l'enseignement québécois, il aborde tout de même, vous le verrez, des enjeux universels liés au parcours des élèves et des étudiants. Alors ici, en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous évoluons dans un contexte de transformation important avec différentes réformes issues du Pacte pour un enseignement d'excellence qui renforce progressivement l'approche orientante, l'éducation au choix tout au long du parcours scolaire. Parallèlement à ça, les transitions entre niveaux d'enseignement, de l'enseignement obligatoire vers l'enseignement supérieur notamment, demeurent des moments charnières, souvent déterminants pour la réussite et la persévérance des apprenants. Et en même temps, les politiques éducatives accordent une attention croissante aux dispositifs d'aide à la réussite dans l'enseignement supérieur. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles soutient activement les établissements dans le développement d'initiatives en ce sens et mène actuellement des réflexions sur les parcours étudiants, les rythmes académiques et les conditions favorables à la réussite. Parallèlement à ça, les réflexions internes sur les mutations de modèles de gouvernance et de politiques stratégiques, notamment en matière d'aide à la réussite, occupent aussi l'actualité des établissements d'enseignement supérieur. C'est donc dans ce contexte qu'il nous a semblé tout à fait pertinent de porter à votre connaissance ce modèle québécois qui propose une approche structurée et systémique des transitions. Donc, durant le webinaire, il vous permettra dans un premier temps de découvrir l'origine et les fondements de ce modèle. Ensuite, ses conceptrices en présenteront la constitution, en mettant en lumière les nombreuses actions concrètes qui le composent. Et enfin, une troisième partie portera plutôt sur un éclairage spécifique sur la place du plaisir, de l'engagement et de la motivation de l'étudiant, qui sont tous envisagés comme des leviers essentiels à la réussite.
Et alors, évidemment, un temps de questions et d'échanges sera prévu. N'hésitez pas à vous noter dans un coin, durant la présentation, les éventuelles questions que vous souhaiteriez aborder par après. Donc voilà, on espère que cette présentation nourrira vos réflexions et suscitera des échanges fructueux autour d'enjeux communs qui nous rassemblent. Et je vais passer sans plus tarder la parole à Marjolaine et Julie, à qui je vais laisser le soin de se présenter et démarrer leur présentation. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Pierre, pour la présentation. Mon nom est On ne Marjolaine Veilleux. t'entend pas, Marjolaine. Ah, vous ne m'entendez pas? Je sais pas Moi, si je c'est un t'en- souci de micro. Ben, moi, Si, moi, si, Marjolaine, je on t'entends. l'entend. Ah, moi, Oui, moi, j'ai pas entendu. on Ah, l'entend. C'est peut-être chez moi alors. bon. Marjolaine Veilleux, cadre conseil à l'Université du Québec. Peut-être l'Université du Québec, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le réseau public d'universités qui est québécois. Donc, on regroupe 10 universités qui sont réparties sur le territoire québécois, tant en milieu rural que dans les grandes villes. Et nous sommes un réseau, donc Julie et moi sommes engagés par le réseau. Et on est heureuse aujourd'hui de venir vous présenter le modèle. Pierre disait qu'on était les conceptrices, mais on va vous le présenter. C'est pas un modèle qu'on a fait seul. On l'a co-construit avec une multitude de chercheurs, mais aussi avec beaucoup de praticiens qui sont sur le terrain. Comme disait Pierre, on aura une période de questions, là, mais si pendant la présentation, il y a des éléments qui accrochent votre attention et que vous souhaitez poser des questions, gênez-vous pas pour le faire. Donc, Julie, je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour à tous. Bien, merci de nous accueillir ce matin. Ben, pour nous ce matin, pour vous cet après-midi. Je suis agente de recherche à l'Université du Québec pour le siège social. Je suis aussi doctorante en 4e année à l'Université du Québec à Rimouski, qui fait partie du réseau. Et puis, comme Marjolaine le disait, ben, j'ai fait partie de l'équipe de direction avec Marjolaine. Par contre, c'est vraiment un travail de co-construction et c'est la force et l'innovation, là, si je peux dire, du modèle qu'on vous propose aujourd'hui. Marjolaine, sans plus attendre, on commence? Oui, tout à fait. Donc, premièrement, le modèle, on ne l'a pas sorti de notre poche, donc je vais vous expliquer avec Julie la démarche qu'il y a derrière cette co-construction-là. Donc, ici au Québec, depuis 5 ans, le ministère de l'Enseignement supérieur met en œuvre le plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur. Donc, dans le cadre de ce plan-là, on a eu un financement de 3,75 millions pour mener des recherches et co-construire un modèle de soutien aux transitions. Le phénomène qui était au cœur du projet, qui était à l'étude du projet Transition réussie, c'est vraiment qu'on sait qu'ici au Québec, il y a encore de l'inéquité d'accès quant à la poursuite et la réussite des études supérieures. Puis on sait, la recherche nous l'a déjà dit, la qualité des transitions interordres, c'est une clé qui est vraiment indispensable pour permettre le développement du plein potentiel de chaque personne étudiante. Et pour assurer ce soutien aux transitions-là, ben, on a besoin de, d'une collaboration de tous les acteurs et d'une collaboration qui est interordre. Et pour nous, le terme interordre, ici au Québec, on pense des écoles, des études secondaires. Ensuite, on a les études collégiales que les jeunes entreprennent à partir de 17 ans. Et ensuite, on a le parcours universitaire. Donc, c'était le Merci beaucoup. phénomène au cœur du projet. Dans le cadre du projet, l'objectif sur 3 ans, c'était de co-construire et de diffuser un modèle de soutien aux transitions interordres entre les ordres d'enseignement. Pour ce faire, dans le fond, 6 projets de recherche se sont déployés. Les projets, dans le fond, on mettait à l'essai des mesures de soutien aux transitions et il y avait une démarche d'accompagnement scientifique qui s'appuyait sur une collaboration interordre pour aller faire une collecte de données. Ensuite, ben, qui qu'on cible avec ce modèle-là? C'est dans le fond toutes les gens qui sont impliqués dans la transition. Donc, au cœur du modèle, il y a les personnes apprenantes elles-mêmes. Mais pour soutenir les transitions, ben, c'est une responsabilité qui est partagée. Donc, on cible tant le personnel enseignant, le personnel professionnel, les personnels de soutien, les gestionnaires, les directions, les cadres, mais également les établissements d'enseignement de tous les niveaux. On cible également les représentants de nos ministères. Ici, au Québec, on en a deux. On a le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur. Et étant donné qu'on s'appuie sur une démarche scientifique, évidemment, notre population ciblée comprenait également la communauté scientifique.
Et Marjolaine, si je peux ajouter, là, la population ciblée, c'est non seulement ceux à qui s'adresse le modèle, mais aussi ceux qui ont participé à la co-construction du modèle. C'est à la fois un et l'autre. Merci, Julie. Donc, on s'est structuré, là, je vous épargne les détails, peut-être vous dire que dans le fond, le projet s'est mené avec une structure de collaboration. Donc, on essayait vraiment d'avoir une approche bottom-up, comme on peut dire. Oui, on avait 6 équipes de recherche, un grand comité scientifique qui regroupait, bon, tous nos chercheurs qui se sont penchés sur la question, qui ont fait les collectes de données et les ont analysées. Mais on a travaillé aussi de pair avec tous les intervenants du milieu, donc un comité d'orientation avec des gens qui représentaient chaque ordre d'enseignement avec des professionnels également, mais aussi des communautés interordres de praticiens, une pour les enseignants, une pour les professionnels, une pour des étudiants et une autre pour les gestionnaires. Donc, on l'a vraiment co-construit avec les gens du terrain parce qu'on voulait qu'ils se l'approprient. On ne voulait pas arriver après 3 ans de projet puis imposer, voici le modèle. On voulait vraiment partir des réalités terrain. Donc, dans les projets de recherche se sont déployés dans différentes régions. Ils portaient tous sur les transitions, sur les mesures de soutien, mais avec des angles, des perspectives parfois différentes. Par exemple, on s'est intéressé aux compétences que doivent avoir les personnes apprenantes quand elles vivent les transitions. Donc, un des projets de recherche, c'était sur les compétences transversales nécessaires pour bien vivre une transition. Tandis qu'un autre projet, là, je ne vous parlerai pas de tous les projets de recherche, mais à titre d'exemple, un autre projet de recherche s'intéressait aux besoins que vivent les personnes en transition. Donc, tous ces projets de recherche-là autour de la transition ont alimenté le modèle. Et la manière que les recherches étaient déployées, on était vraiment dans un type de recherche développement ou recherche-action, donc encore une fois, ancrer la recherche avec les parties prenantes sur le terrain. Marjolaine, je vais me permettre une parenthèse québécoise. Au Québec, dans le fond, on a 16 régions administratives qui composent le territoire. Et dans chacune de ces régions administratives-là, il y a ou non des universités. Vous savez, là, le Québec, c'est un territoire qui est vaste. Il n'y a pas toutes des universités dans chacun de ces 16 territoires-là. Par contre, l'objectif initial de l'Université du Québec, du siège social, et les premières UQ, les premières universités, Université du Québec à Rimouski, Université du Québec à Chicoutimi, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et tout ça, pour en compter 10 là, en 2026, des établissements de l'Université du Québec, ben, ils ont été développés dans ce cadre-là de démocratiser puis de rendre accessible l'enseignement supérieur en région, notamment en régions éloignées. Et les régions que vous voyez là, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Mauricie, Montréal, Outaouais, Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sont des grandes régions administratives dans lesquelles il y a plusieurs villes, sauf Montréal. Là, vous comprenez, Montréal, c'est Montréal. Et ces régions administratives-là, on les a nommées comme ça parce que les projets, c'est pas seulement une université, c'est aussi l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices dans les différents collèges, dans les centres de services scolaires, dans les carrefours jeunesse-emploi, dans les différents organismes liés de près ou de loin au support de l'éducation. C'est pour ça que c'est nommé par région. Fait que Marjolaine, je voulais juste ajouter l'information en lien avec le contexte québécois et de montrer la vaste variété de personnes qui ont été impliquées dans le projet. C'est au-dessus de 250 personnes qui ont été impliquées dans les différents projets et dans la co-construction du modèle. Merci, Julie. La démarche de co-construction, on est quand même assez fiers de ça. On l'a représenté pour que ce soit encore plus facile à comprendre. C'est notre méthodologie, dans le fond. Initialement, l'étape 1, vous voyez, il y a 7 différentes bandes pour les projets de recherche, les bandes jaunes. Il y a 5 projets autonomes régionaux, donc les projets que vous avez vus sur la diapositive précédente. Qui se sont développés avec 2 projets transversaux interrégionaux, un sur la collaboration au sein de la co-construction, au sein du projet Transition réussie, et un spécifiquement sur le référentiel de développement des compétences au postsecondaire. Ça aussi, ça pourrait faire l'état d'un autre 3 jours de discussion. Chacun de ces projets-là avait un objet commun, le soutien aux transitions, les mesures de soutien, pardon. Et par contre, avait des objectifs de recherche qui leur étaient spécifiques, des balises théoriques, un cadre méthodologique. Il y a eu certaines recherches, une recherche développement, une recherche exploratoire, une recherche action, une recherche compréhensive. Donc, vraiment différents cadres méthodologiques et finalement des résultats régionaux qui étaient spécifiques. La raison pour laquelle on n'a pas mis de mois à tel mois ou de telle année, tout ça, c'est que c'est quand même un processus qui a été itératif et qui a été en même temps que l'étape 2.
Donc, la mise en commun théorique et méthodologique. À mesure des projets, à mesure du développement des projets, bien, on s'est rendu compte qu'il y avait un écart parfois entre les mots utilisés, entre les termes ou la théorie, les modèles théoriques sur lesquels s'appuyaient différentes recherches. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis à l'œuvre et on a fait un cadre de référence commun. On a poursuivi la recension des écrits généraux. On s'est assis, on a dit, OK, qu'est-ce qu'on entend par transition? On a sorti des modèles comme celui de Michael Declercq, que vous connaissez fort probablement il est chez vous. On a sorti des modèles des transitions dans le professionnel, comme Harris ou encore Schreiner, Schulzberg. On a sorti plein de modèles et on a choisi de définir chacun des termes pour ensuite faire un traitement des résultats qui commençaient à émerger dans les différents projets régionaux et d'en analyser les convergences et les complémentarités. Et ça a été les bases, les fondements du modèle. Ces complémentarités-là, je me lance, Marjolaine, tu me complètes si j'oublie certains petits éléments. Ces complémentarités-là, dans le fond, les points de convergence nous disent, dans la plupart des projets de recherche, que les besoins de soutien en matière de transition sont diversifiés d'une personne à l'autre, mais sont similaires d'un ordre à l'autre. Donc, les projets qui ont réfléchi au secteur, à l'ordre secondaire, secteur jeune, secteur adulte, au collégial et à l'université, dénotent les besoins de soutien qui sont les mêmes. C'est l'intensité qui varie. Il y a aussi, la plupart des projets de recherche soulignaient l'importance d'une perspective holistique de l'expérience apprenante. Perspective holistique, je vous le rappelle, c'est de regarder la globalité de la personne apprenante, incluant, oui, son identité, mais aussi l'environnement dans lequel elle évolue, le contexte, les réalités, tout ça. Dans un troisième temps, on constate que la responsabilité, elle est partagée, que tous les protagonistes ont un rôle à jouer et que c'est ce qui fortifie le soutien aux transitions et les possibilités de réussite, notamment éducative, liées à cette réussite des transitions. La culture de la collaboration apparaît comme une condition sine qua non. Ce n'est pas seulement l'idée de collaborer, coopérer au quotidien, mais vraiment que la culture soit intégrée à travers les organismes et entre les organismes, entre les établissements. Un point super important, la temporalité sous-jacente au processus de transition, elle est variable. L'expérience de chaque personne, elle est différente. Pour certains, la transition va durer 6 mois. Pour d'autres, ça va prendre 2 ans avant que le véritable processus de la transition se complète et qu'ils se sentent prêts à passer à l'étape suivante. Donc, un élément fort sur lequel on a fait beaucoup de chemin, vous allez le voir dans, entre autres choses, la représentation visuelle. Je viens de voir une coquille, désolée pour les petites coquilles qui se sont insérées dans les diapositives. On se rend compte aussi à travers les projets de recherche qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mesures et de pratiques qui existent, mais les personnes ne les utilisent pas nécessairement et ou ne connaissent pas qu'ils existent, ce qui a représenté un enjeu. Et finalement, un point de divergence qu'on a inclus, puisque c'est une convergence, que ça diverge entre les gens, c'est tout ce qui a rapport à l'autonomie, au développement de cette autonomie-là. C'est pas tout le monde qui considère, tout le monde n'a pas la même perception, les mêmes attentes face à l'autonomie de chaque personne apprenante. J'ajouterais peut-être Oui. ici, je ne sais pas si ça se passe comme ça en Belgique, mais ici au Québec, on a l'habitude, nos jeunes, quand ils sont au secondaire, là, au secondaire, c'est-à-dire entre 12 et 16 ans, on les prépare au cégep. Parce que là, pour les préparer, ce qu'on leur dit, c'est attention, quand vous allez arriver au cégep, il faut que vous soyez prêts. Vous n'allez pas pouvoir m'avoir derrière vous, là, je ne serai pas derrière vous, vous n'allez pas avoir d'aide, il va falloir que vous soyez autonome. Et là, ils arrivent au cégep. Ouais. Puis là, s'ils ont besoin d'aide, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne savent pas trop. Il faut qu'ils soient autonomes. Au lieu d'être portés pour aller chercher de l'aide, j'ai besoin d'un service, j'ai besoin de l'aide. Mais là, on leur a dit depuis toujours qu'il faudrait qu'ils soient autonomes. Ils n'utilisent pas nécessairement les mesures en Ouais. place qui sont là pour les soutenir. Tu sais, il y a une divergence dans nos discours puis dans notre conception. C'est quoi être autonome? C'est-tu ne pas demander de l'aide ou au contraire, c'est aller chercher l'aide dont j'ai besoin? Merci. Chez nous. Ben oui, absolument. Et l'étape 3, la co-construction plus formelle qui s'apparente au processus de la recherche-développement, phase de structuration, phase de développement. Il y a eu 6 ou 7 boucles d'amélioration. On s'est aussi doté d'une représentation visuelle pour être capable de discuter des mouvements liés à la transition et de développer un volet théorique, empirique fort, cohérent. On a aussi développé un modèle, un volet qui est opératoire, la mise en action de cette théorie-là, et un volet matériel avec les outils, les ressources qu'on va vous présenter plus tard. C'est le modèle ici, le modèle éducationnel et explicatif de Chavez sur lequel on s'est basé pour développer ces 3 volets.
Donc, on est rendu au modèle, on vous a mis en contexte. Là, vous comprenez dans le fond de où vient ce modèle-là. Maintenant, on rentre vraiment dans le modèle. Le modèle théorique et empirique, là, on a produit un document qui l'explique en long et en large. On a un volet qui est plus opératoire. Une fois qu'on a dit ça, toute cette belle théorie-là, tout comment soutenir les transitions, comment on peut se mettre en action. Donc, dans ce volet opératoire, on y trouve des visées d'action pour les organisations qui peuvent être utilisées, par exemple, pour construire un plan de réussite ou je ne sais pas c'est quoi les documents administratifs chez vous. Puis, on a aussi une version intégrée là, qui résume le tout en une vingtaine de pages. On a une vidéo qui résume les prochains éléments dont on va faire mention là, dans la représentation visuelle, une mise en bouche, disons-le. Alors, vous me direz si vous me ferez des pouces là, si le son fonctionne bien. Projet de transition réussi vers les études supérieures, puis défi interordre, est fier de se présenter son modèle de soutien aux transitions interordres réussies. Plus qu'un modèle théorique, le modèle de soutien aux transitions interordres réussies, ou MSTR, est un modèle pratique, utile et utilisable développé avec et pour les acteurs et les actifs des milieux scolaires du secondaire, secteur jeune ou adulte, collégial et universitaire. Le MSTR, c'est d'abord et avant tout un travail d'équipe, une co-construction animée par un objectif commun, soutenir les transitions interordres réussies. Le projet s'initie grâce à 3 constats unanimes. D'abord, la diversité étudiante est plus présente que jamais et certains groupes restent désavantagés en matière d'accès, de poursuite et de réussite des études postsecondaires. La qualité des transitions entre les secteurs et les ordres d'enseignement est déterminante pour aspirer à réussir un projet d'études. Finalement, le système éducatif québécois reconnaît la nécessité d'adopter une approche préventive, systémique et un souci en plusieurs volets pour soutenir la réussite. Par contre, avant le MSTR, aucun modèle ne permettait de porter à la fois un éclairage sur les besoins des personnes apprenantes et sur les actions qui tiennent à offrir ou offertes déjà par les acteurs et les actrices des milieux éducatifs selon les particularités d'un contexte québécois. C'est grâce aux scientifiques, aux professionnels et à tous les partenaires impliqués dans l'un des 7 projets de recherche régionaux que le MSTR prend forme. Les résultats convergent. Chaque personne vit ses transitions sur une temporalité différente et chaque personne a des besoins spécifiques. Par contre, il a été démontré que les catégories de besoins, elles, peuvent être les mêmes d'un ordre à l'autre. Aussi, les chercheurs soulignent la qualité et la quantité de mesures et de pratiques en place pour soutenir les transitions. Or, leur multiplication n'apparaît pas nécessairement gage de succès. Que faire? Le MSTR se positionne. Non seulement est-il nécessaire de soutenir les transitions par des actions concrètes, il importe de mettre l'accent sur l'agilité dans l'élaboration des mesures et des pratiques, sur la nécessité d'assurer la collaboration interordre, interprofessionnelle et intersectorielle, et de prévoir le partage des responsabilités pour impulser l'intervention, garantir la concertation et pour coordonner le soutien. Pour faciliter la compréhension, une représentation visuelle du MSTR a été développée. D'abord, le titre, Modèle de soutien aux transitions interordres réussies et visée d'épanouissement, permet d'accentuer l'importance accordée à l'épanouissement dans le processus de réussite des transitions. Il s'agit d'une affirmation claire qui témoigne de notre intention de s'éloigner d'une transition réussie qui ne se mesurerait que par la réussite scolaire ou quantifiable en termes de diplomation ou de poursuite des études en continu, par exemple. La complexité du processus ne peut être réduite qu'à la simple mesure de ces indicateurs et gagne à considérer la réversibilité des parcours. Le terme transition permet de situer le parcours de la personne apprenante dans le temps, dans ce qui vient avant, pendant et après. Le terme interordre situe le parcours dans chaque contexte éducatif, avant la transition, pendant et après. La réussite n'est ni passive ni individuelle. Elle nécessite des actions concertées, des efforts favorisant un environnement capacitant. Dans l'image, la temporalité inhérente aux transitions est illustrée par des boucles grises. Du bas vers le haut, la personne apprenante progresse à travers les contextes, passant d'une situation antérieure à un contexte actuel, puis vers le suivant. Chaque contexte offre des opportunités d'apprentissage et permet de construire l'expérience scolaire des personnes apprenantes. Tous les éléments du modèle en jaune réfèrent à la personne apprenante, élève, étudiant ou étudiante. Les transitions interordres sont comprises comme un processus dynamique qui combine l'expérience de la transition dans sa globalité et l'adaptation inhérente et continue que cette expérience génère. Les deux sont nécessaires et complémentaires afin que la personne apprenante en transition s'actualise. Centrale, la zone d'actualisation de soi réfère au fait que la personne apprenante mobilise des ressources disponibles,
dans le but de s'adapter. Le terme in situ fait référence à une expérience vécue en contexte, influencée par les situations et les interactions qui s'opèrent et les besoins qui en émergent, nécessitant alors une adaptation continue de la part de la personne apprenante. À l'intersection de l'expérience et de l'adaptation, dans le mouvement de la transition entre les contextes se trouve la prêtitude. Ce nouveau concept réfère à l'état de se sentir prêt. C'est grâce à la préparation que la personne apprenante se sent prête à poursuivre son projet d'études. Durant son parcours, la personne qui se sent prête à poursuivre son projet d'études évalue, consciemment ou non, sa satisfaction par rapport au déroulement de sa transition. Satisfaite, elle continue sa transition en cours. Insatisfaite, elle se réajuste, changement de façon de faire, changement de programme par exemple, ou choisit d'arrêter son projet actuel. La réussite ne vise ainsi pas l'atteinte à tout prix de la continuité, mais plutôt la satisfaction et l'épanouissement tout au long de son parcours. Au cœur de l'expérience des transitions se trouvent les besoins de chaque personne liés au contexte dans lequel elle évolue. Le besoin vécu peut être complètement nouveau ou encore être anticipé parce que récurrent s'il est relatif à un défi qui perdure dans son parcours, par exemple. Enfin, le besoin de soutien peut être ponctuel, pressant ou non, nécessitant tantôt une réponse dans l'immédiat, tantôt un plan qui s'opère sur plusieurs mois ou sur plusieurs semaines. En d'autres mots, une personne peut avoir des besoins de soutien sans nécessairement en être consciente. Ces besoins peuvent se manifester à différents moments dans le processus de transition et ne peuvent pas être résolus à la suite d'une intervention ponctuelle ou grâce à l'utilisation d'une mesure établie. Considérant que les transitions sont multidimensionnelles, le modèle en propose 4. La dimension personnelle, la dimension académique et éducative, la dimension institutionnelle et la dimension socio-économique et culturelle. Chaque dimension se déploie en composantes qui facilitent l'identification des besoins et des actions de soutien. Les actions de soutien offertes par ceux et celles qui sont impliqués directement ou indirectement dans le parcours éducatif de chaque personne sont illustrées par la ligne jaune en pointillé. Chaque trait réfère à une action de soutien de diverses amplitudes et de diverses natures, selon le besoin. Il peut par exemple s'agir d'une mesure institutionnalisée et formelle opérée par un établissement ou d'une pratique informelle et ponctuelle par une personne enseignante ou intervenante. Chaque personne en soutien a une responsabilité et un rôle à jouer par rapport aux transitions et à leur réussite. La personne apprenante a certainement un rôle à jouer, mais elle n'est pas seule. Les représentants et les représentantes des ministères, les gestionnaires, le personnel de direction, les cadres, les enseignants et les enseignantes, les intervenants et les intervenantes, le personnel professionnel, technique ou de soutien, ou encore tous ceux et celles qui entourent la personne apprenante, ses parents, son entourage scolaire ou les comités étudiants, par exemple, ont aussi un rôle à jouer. Plus il y a de coordination, de concertation et de collaboration, plus la portée des actions et les effets positifs chez la personne apprenante seront grands. Vous êtes toujours des nôtres? Parfait, on continue. Les 2 traits en pointillé mauve qui balisent la représentation réfèrent à l'environnement de soutien collaboratif qui est présent, en filigrane, tout au long du parcours éducatif. Les lignes expriment que l'environnement gagne à être soutenant en continu. Bref, la collaboration entre les contextes, les secteurs et les ordres d'enseignement est essentielle aux transitions interordres réussies. Au niveau provincial, cette collaboration réfère au fait de s'assurer d'impulser et d'orienter les actions de soutien en donnant les moyens aux instances régionales et locales pour mettre en place un cadre solide pour soutenir les transitions. Au niveau régional, il s'agit d'assurer une concertation entre les différents ordres d'enseignement et d'assurer un lien direct avec les organismes partenaires en désignant, par exemple, une personne responsable des transitions interordres. Au niveau local, la priorité est de garantir le soutien en coordonnant la collaboration entre les secteurs, la mobilisation des acteurs et des actrices au regard des possibilités du contexte pour mieux soutenir leurs apprenants et leurs apprenantes. Comment mettre en œuvre le MSTA? Basé sur les rôles que peuvent jouer les personnels en soutien aux transitions interordres, 9 visées d'action sont proposées. Chaque visée correspond à un rôle que les personnels en soutien aux transitions peuvent jouer de façon continue et parfois en simultané pour soutenir les personnes apprenantes. Les visées sont également ajustables selon les possibilités de chaque contexte. Les mots-clés à retenir pour ces visées d'action: préparer, accueillir, établir des conditions favorables, sensibiliser, co-construire, faire connaître, mettre en œuvre, accompagner et diriger, assurer un suivi adapté. Pour faciliter l'utilisation de ces visées, les lignes d'action et des exemples d'application sont aussi prévus dans la version détaillée du MSTR. Finalement, dans un souci de permettre aux acteurs et aux actrices d'utiliser le MSTR, autant sur la scène ministérielle qu'au cœur des établissements,
Une foule de ressources utilisables ont été développées permettant tantôt de comprendre les compétences attendues à la sortie d'un ordre d'enseignement ou encore de cibler les besoins en termes de soutien, de faire le point sur le soutien offert et les ressources mobilisées dans un établissement ou encore d'assurer d'inclure les personnes apprenantes d'un établissement dans le processus d'élaboration d'une mesure de soutien. En conclusion, les structures doivent être agiles pour assurer un soutien aux transitions interordres efficace et durable. Il est essentiel de faire confiance à l'expertise de tous les acteurs et actrices impliqués et de favoriser leur participation dans la création de solutions adaptées. Une véritable transformation du soutien aux transitions ne peut se faire sans une collaboration forte et engagée entre les ordres d'enseignement, les professions et les secteurs. Et vous, dès demain, que feriez-vous pour soutenir les transitions? Alors voilà, merci de votre écoute. Dans le fond, la vidéo, cette mise en bouche-là, nous permet de vous introduire à la figure, à la représentation visuelle qui reprend chacun des concepts au cœur du modèle, mais qui permet aussi de comprendre la dynamique et les fondements là, qui sont développés. Il y a certains outils qui vous permettent de vous l'approprier parce que c'est beaucoup ce qu'on présente aujourd'hui. Donc, bouchée par bouchée, je vous invite à celui-ci qui est mon préféré, qui est mon personnel préféré, fonctionne avec votre téléphone cellulaire, la tablette ou l'ordinateur, où vous avez directement à l'écran la représentation visuelle sur laquelle on peut cliquer et au bout des doigts, on a une petite bulle qui s'affiche avec une ou deux phrases explicatives du modèle. La transition réussie, on a fait l'objet d'une nouvelle définition. Je vais rouvrir ça comme ça. Parfait. On propose une nouvelle définition de la transition réussie qui pourrait aussi s'appliquer à une définition de la réussite là, de façon plus globale. Certes, on inclut la réussite scolaire dans la réussite éducative au sens où la transition, elle est réussie pas seulement si ultimement il y a l'atteinte d'une diplomation ou d'un résultat qui est davantage quantitatif. On ramène un peu ça vers le qualitatif et on ramène la visée d'épanouissement au cœur du modèle où la personne est une personne plurielle avec plusieurs dimensions à soutenir et où le processus des transitions est dynamique. On souhaite inclure la réversibilité des parcours, la notion de ses erreurs, les différents allers-retours. Une personne est en pleine connaissance de soi là, dans son parcours entre le secondaire et via le collégial ici vers l'université. C'est un moment charnière dans sa vie. Bien, il faut inclure que ça se peut, puis on ne veut pas dire qu'elle se trompe, mais qu'elle choisisse de faire un différent choix, d'interrompre son programme, de retourner vers la formation professionnelle ou vocationnelle, ou selon comment vous appelez ça là-bas, plutôt qu'une formation technique, qu'elle remette à jour son plan d'aller à l'université. Et la définition vous offre ces nuances-là. Peut-être, Julie, si tu peux faire oui, le absolument. lien avec la notion de plaisir là, évoquée par Pierre. Oui, vas-y. Oui, ben, dans le sens que peut-être la personne étudiante entreprend un parcours, se rend compte que c'est pas pour elle, que c'est pas là-dedans qui est heureux. Ben, pour nous, apprendre, aller vers une spécialisation, oui, ça passe aussi par un processus qui va être dans le plaisir. Donc, qui change, on voit pas ça comme un échec. Non, absolument pas. Et puis, on va le voir dans la satisfaction aussi. Je gardais le punch pour le moment de la satisfaction. Donc, un processus, je vais rapidement. Ça paraît pas, mais le temps file. Le processus, c'est un processus qui est évolutif. On essaie de sortir de l'idée du profil type. Je ne sais pas, vous en êtes où en Belgique avec ça, mais nous, au Québec, la diversité devient la norme. Chaque personne a un bagage différent et cette différence-là, qu'elle soit sur le plan des compétences langagières, qu'elle soit sur le plan qui arrive avec un statut socio-économique différent, que cette personne-là soit des Premières Nations ou issue de l'immigration, c'est un bagage différent, mais dans le fond, tout le monde est différent un des autres et ça fait aussi écho au fait qu'un parcours n'est pas linéaire. Le parcours du profil type du jeune garçon qui passe du secondaire, le collégial vers l'université, on essaie vraiment de s'éloigner de ça puisque chacun des parcours est unique, dynamique, ancré dans une expérience qui est quotidienne et peut donc être variable selon chaque personne. C'est un processus qui est exigeant, les transitions, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés. C'est dans un moment qui est crunch là, dans une vie. C'est un processus qui demande un certain niveau d'autonomie, qui n'est pas toujours évident, comme Marjolaine l'a souligné tantôt. Un processus qui est scolaire, mais aussi éducatif, qui vise le en devenir. L'épanouissement, ici, c'est le concept de Schreiner, to thrive, thriving.
qui a été traduit et mis de l'avant, puisqu'il y avait très, très peu, sinon pas en français, de recherche qui portait l'accent sur cette notion-là en lien avec la réussite et les transitions. Et il y a un processus qui est définitivement à soutenir. La variabilité des parcours ici est exposée par la boucle continue entre l'expérience in situ, donc au moment où ça se passe dans un contexte selon les réalités en ce moment, et où la personne apprenante est en constante adaptation. On a choisi de mettre la boucle verticale et non horizontale pour s'éloigner de la suggestion qu'il y aurait un retour vers le passé, qu'il y aurait un retour vers l'arrière, que la personne se serait trompée. Non, elle continue, elle avance, elle s'adapte selon ce qui se passe dans son quotidien. Elle s'actualise aussi à la zone médiane entre les deux de l'expérience et l'adaptation. Dans le contexte actuel, la personne est en constante actualisation de soi. Ici, on fait référence, très rapidement, on fait référence à l'identité et à la réalisation de son plein potentiel et à l'autodétermination. Le modèle prend aussi ancrage dans les différents contextes. Là, on ne le voit pas sur l'image. Il y a le contexte précédent, il y a le contexte actuel dans lequel on vit l'expérience vers le contexte suivant. Au centre de cette expérience-là, vous l'avez vu dans la vidéo, on introduit la notion de prêtitude. Pas qu'on trouve pas ça important de parler de préparation, c'est un moment qui est important, mais les différents moments, on essaie de sortir de cette idée-là qu'il y a une temporalité très serrée accordée à la préparation. La personne devrait être prête en sortant du secondaire. Elle devrait être prête à faire ceci, cela dans le temps imparti par l'établissement, par l'institution. C'est une phase qui existe, c'est important de se préparer, mais nous, on essaie de mettre l'accent, ou on met l'accent sur la prêtitude, qui est l'état de se sentir prêt. C'est un état de chaque personne qui peut varier selon les différentes temporalités. Donc, j'ai mis la définition. Si vous voulez en savoir plus sur la définition qu'on a accordée à cette idée de prêtitude, en anglais, c'est le concept de readiness qui peut se traduire par préparation. Mais encore là, il y avait très peu, sinon pas, d'écrit sur la prêtitude qu'on essaie vraiment de mettre de l'avant. Peut-être ajouter, Julie, par rapport à la prêtitude, il est possible, Oui. on a vu que c'est un mouvement, la transition. L'étudiant peut être dans un état de prêtitude quand il arrive, puis là, à un moment donné, ça va être son premier examen au collégial ou à l'université, puis là, là, il va vivre la première fois de l'angoisse, du stress, puis là, il va avoir besoin d'aller s'actualiser. Donc, l'état de prêtitude n'est pas stagnant, mais c'est vraiment tout au long du parcours. Parfait, merci beaucoup. J'ai remis la diapositive pour vous parler de faire le lien avec la notion de plaisir, justement. Dans l'expérience, la personne, dans notre modèle, on suggère qu'elle fait une espèce de check-in avec qui elle est pour savoir si elle est satisfaite face à son projet d'études actuel dans l'idée de son projet de vie qui est plus global. Parfois, c'est au moment de certains embûches, au milieu de la session, par exemple, ou à l'arrivée des examens ou après les examens. Bien, est-ce que je suis satisfaite? Oui, je continue mon projet d'études. Est-ce que je suis insatisfaite? Je peux réajuster, comme le disait la vidéo, prendre un cours de moins, choisir de prendre une session de pause carrément dans son processus, ou encore de changer de programme, de changer d'ordre d'enseignement. Et sinon, peut-être d'arrêter son projet d'études en cours, sans vouloir dire qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Peut-être que la personne le reprendra, son projet d'études, mais il y aura d'autres modalités puisqu'elle aura encore grandi dans son projet et dans sa vie. On continue. Au cœur de l'expérience, il y a des besoins contextualisés qui émergent, des besoins qui sont connus ou inconnus de la personne apprenante, mais connus ou inconnus du personnel qui la soutient, cette personne aussi. Donc, on les connaît à nos cohortes d'étudiants. Il y a des besoins qui sont récurrents d'une cohorte à l'autre. Le besoin de soutien fait l'objet d'une recherche plus spécifique, la recherche de la Mauricie, les 10 grandes catégories de besoins qui sont similaires d'un ordre à l'autre, mais qui varient en intensité et qui font aussi l'objet d'une pléthore d'outils assez bien développés. On pourrait faire un autre 3 heures juste sur ces besoins-là. Sincèrement, désolée de ne pas avoir le temps nécessaire à vous les présenter de façon plus précise. Les besoins contextualisés sont aussi la cible des actions de soutien qu'on a choisi de détailler comme étant
des mesures, des pratiques, des outils ou des ressources. Les mesures sont davantage ici formelles, institutionnalisées. Les pratiques sont, oui, peuvent être formelles, mais sont davantage informelles, ponctuelles. Les ressources, ben là, c'est ce dont on dispose, là, les ressources en temps, les ressources humaines, les ressources financières, et les outils donc, qui permettent de soutenir les mesures, les pratiques, les actions pour faciliter le soutien. L'environnement de soutien collaboratif, ici, on réfère notamment à l'environnement capacitant de Fernagou, je ne sais pas comment prononcer ce mot-là. Et il est à la fois interordre, interprofessionnel et intersectoriel. L'environnement de soutien collaboratif balise les contextes et suit la personne apprenante d'un contexte à l'autre. Ce que ça veut dire ici, interordre, Marjolaine, dans notre contexte au Québec, ben, on parle du secondaire, collégial, université. Interprofessionnel, ben, c'est entre les secteurs, entre les enseignants, entre les personnels de soutien, entre les professionnels techniques, entre les gestionnaires, tout ça. Et intersectoriel, ben, c'est à l'extérieur des murs des établissements pour s'assurer d'avoir un soutien qui s'inscrit dans une certaine systémie, mais qui est aussi holistique, là, qui a toutes les zones d'ombre de la personne apprenante qui est bien soutenue. L'environnement de soutien collaboratif, c'est aussi de dire que chaque personne qui a un rôle à jouer joue son rôle de façon individuelle, une responsabilité individuelle, qui s'inscrit dans une responsabilité qui est collective, mais surtout qui est une responsabilité partagée. Hier, je donnais une formation, puis je disais, si tout le monde mange une bouchée d'éléphant, bien, l'éléphant va être mangé. Ça ne sera pas seulement l'affaire des enseignants, par exemple, ou nous, on a des conseillers d'orientation ou des aides pédagogiques individuelles. Ce n'est pas seulement la charge d'un seul groupe de professionnels. Les dimensions des transitions, vraiment très, très chouettes. On en a développé 4 qui fonctionnent. Là, on les a séparées vous comprendrez, là, pour les expliquer. Donc, personnel, académique et éducative, institutionnelle, socio-économique et culturelle. On les a séparés, mais ils fonctionnent ensemble. Il y a des zones d'interstice entre ces différentes dimensions-là qui nous permettent de donner un portrait plus juste des besoins et des besoins de soutien des personnes apprenantes. Pour chacune des dimensions, il y a des composantes que vous voyez, les petits mots qui s'en vont plus loin, qui sont aussi détaillés plus spécifiquement. Encore là, on pourrait passer un autre 3 heures là-dessus. On a un atelier qui existe spécifiquement sur ça, où les dimensions personnelles, c'est davantage relatif aux valeurs, aux croyances, au parcours de vie, connaissance de soi. Académique et éducative, ici, on est spécifiquement en lien avec le rôle d'étudiant, le fait qu'il s'approprie son rôle dans son cheminement d'études et qui devient une personne apprenante de plus en plus épanouie. Institutionnel, on fait référence à l'environnement éducatif, à ce qu'il doit connaître sur le plan procédural, structural et à tout ce que l'établissement offre comme soutien, comme mesure de soutien pour favoriser la progression. Et finalement, socio-économique et culturel, bien, son bagage, d'où il vient, les contextes précédents, ce qu'il a acquis comme expérience éducative et comment cette expérience-là influence son parcours. L'idée ici, la métaphore que je donnais hier, c'est la main de poker. Chaque personne a une main de poker différente selon les composantes qui est de l'avant. Il y a des gens qui n'auront jamais, durant leur parcours, des besoins psychologiques. Il y en a que ça va être que ça. Il y a des gens qui n'auront jamais de besoins socio-économiques. Il y en a que ça va être que ça. Et là, leur main de poker, dans les différentes dimensions composantes, devient la cible du soutien. On va passer à... Marjolaine, je pense que je vais te laisser faire pour le volet opératoire. On va passer rapidement, je pense, le temps file. Oui. Volet opératoire, j'en ai glissé un mot, c'est quand même toi tu peux changer les... Oui, excuse-moi. Certaines conditions sont incontournables, s'appuyer sur l'expertise des acteurs. Bon, la collaboration, on en a déjà parlé, une approche concertée. Nous, tu sais, oui, c'est beau ce qu'on fait au niveau de l'établissement, mais aussi au niveau régional et au niveau provincial, il faut qu'on soit porté par une approche qui est concertée. Puis qui peut varier d'une région à l'autre. Donc, dans le volet opératoire, si tu peux passer à l'autre slide, Julie, on a des visées d'action. Et ces visées d'action-là, je ne les nommerai pas toutes, ils ont été nommées dans la vidéo. On peut continuer, Julie, avec la prochaine diapo. Pour chaque visée d'action, on a proposé des lignes d'action et on a donné des exemples. Ici, par exemple, une des visées, c'est sensibiliser les personnes apprenantes et leur réseau aux besoins, aux compétences à développer liées à la réussite d'une transition. Donc, une action possible, c'est vraiment de rendre accessibles les ressources et les outils qui normalisent le fait d'avoir des besoins. C'est normal d'avoir des besoins. Et pour ce faire, un exemple, qu'est-ce qui pourrait être fait? Ici, on a un exemple d'une cartographie
qui associe une personne ressource. Puis là, bon, les petits ronds gris sont gris, mais on pourrait mettre la photo d'une personne en fonction du besoin. On pourrait imaginer cette infographie dans un établissement donc, que l'étudiant peut voir, ah, OK, pour tel besoin, c'est telle personne ressource. Donc, ah, OK, c'est normal que j'ai ce besoin-là. On est en train de normaliser le fait d'avoir un besoin. Donc là, c'est vraiment un petit exemple parmi toutes les lignes d'action qu'on peut avoir, comment on peut les actualiser. Ensuite, j'arrive dans ma partie préférée, le site web, les outils. On a produit plus de 70 outils. Donc là, on a été beaucoup dans le théorique là, ce matin à date à vous présenter le modèle, mais tout au long des 3 années qu'on a travaillé, les acteurs du terrain, ce qu'ils nous ont dit, oui, la théorie, c'est bon, ça va nous être utile pour nous appuyer sur un cadre qui nous parle, mais on a besoin de se mettre en action. Donc, on a produit plus de 70 outils qui sont disponibles sur le site web de Transition réussie. Donc, sur le site web, vous allez trouver, bon, la description du projet qu'on vous a présenté, mais l'ensemble des projets de recherche également qui ont alimenté le modèle. Vous avez aussi, bon, on a essayé de le faire avec une découvrabilité là, le plus accessible possible. Donc, on définit le modèle, les dimensions, les besoins de soutien. Finalement, bon, là, on arrive aux ressources. Donc, les 70 ressources sont répertoriées et accessibles. Vous pouvez les filtrer, là, la banque de ressources, en fonction de votre profil, en fonction de ce que vous voulez. Dans ces ressources-là, on retrouve, oui, des infographies, des rapports de recherche, mais également des guides pour cartographier c'est quoi qu'on a en place, par exemple, des guides pour mettre en place une communauté de pratique autour de la transition, différents documents qui sont des outils concrets pour vous aider. Et nous, tous les outils qu'on a fait, on est bien conscient que d'une région à l'autre, ça peut être différent. Donc, on les a tous mis sous la licence Creative Commons, ce qui veut dire que chacun peut la prendre, la modifier, y mettre les couleurs de son établissement et la réutiliser par la suite. C'est important pour nous, là, surtout considérant qu'on est subventionné par des fonds publics. Au Québec comme ailleurs. Oui, exactement. Quelques outils, là, je vous donne juste quelques exemples. Ici, c'est un guide pour soutenir une transition réussie qu'un professionnel pourrait choisir d'utiliser avec une personne étudiante qu'il rencontre. Le guide est basé sur le modèle, donc on s'appuie sur les 4 dimensions de la transition, personnelle, académique, socio-économique et institutionnelle, merci Julie. Et on invite la personne étudiante à se fixer des objectifs, à apprendre à se connaître à travers ces dimensions-là, en se fixant des objectifs SMART, puis vraiment en utilisant le processus de l'autodétermination pour l'amener à réfléchir à sa transition et à aller chercher ce qu'il a besoin tout au long de sa transition en cheminant. C'est un exemple d'outil. Un autre outil dont j'aime parler, puis là, je ne vous présente pas les 70 outils, mais c'est le référentiel de développement des compétences essentielles aux études supérieures, qui a été en soi un document de 200 pages qu'on a co-construit, qui détermine, dans le fond, les compétences essentielles pour les études postsecondaires. Puis ici, au Québec, c'est un enjeu parce que ce qu'on se rendait compte, c'est que les étudiants, ils arrivaient, par exemple, à l'université, puis nos enseignants de l'université nous disaient, ben ils arrivent, mais ils sont pas prêts. On ne sait pas ce qu'ils ont fait au collégial, mais ils sont pas prêts. Ils n'ont pas les compétences. Puis du point de vue des personnes apprenantes, ce qu'ils nous disaient, c'est, ouais, mais on ne sait même pas c'est quoi les attentes, tu sais. Parce que moi, quand je suis un enseignant à l'université, je m'attends que mon étudiant il soit capable de faire des recherches structurées, qu'il ait des compétences informationnelles. Je m'attends à ce qu'il soit capable de travailler en équipe. Puis je m'attends à ce que j'ai beaucoup d'attentes, mais c'est pas explicite. Puis on ne sait pas c'est quoi le niveau d'attente entre les différents ordres. Donc, dans ce référentiel-là, on a déterminé le profil de sortie de chaque étudiant en lien avec les 6 familles de compétences essentielles qu'on a déterminées. Et là, bon, là-dessus aussi, on pourrait faire une journée ensemble là, par rapport à vraiment spécifiquement, là, on est dans la dimension académique, éducative, mais on pourrait en parler longtemps. Bon, pour déterminer ce qu'on voit dans le fond à travers le processus de la personne étudiante, comment on a déterminé les profils, c'est à partir de 4 dimensions. Donc, plus ça va, plus l'étudiant va être autonome en lien avec cette dimension-là, plus qu'il va traiter des situations complexes et plus qu'il va avoir une évolution dans son rapport au savoir, tant disciplinaire que scientifique. Donc, c'est les dimensions utilisées pour déterminer les profils de sortie pour chaque ordre d'enseignement. C'est aussi l'idée, Marjolaine, si tu me permets, dans le profil de sortie, ce qui est vraiment, vraiment chouette, c'est pas un profil d'entrée, c'est un profil de sortie. On les prend comme ils arrivent.
on n'a ben, on n'a pas de contrôle sur sur les actions qui ont été posées avant, on les prend comme ils arrivent, puis il faut les amener vers, souhaitons-le, cette ligne un peu directrice-là ou cette ligne vers ramener nos attentes et nos perceptions. Oui, peut-être ajouter que, tu sais, souvent, nous, ce qu'on se rend compte au Québec, à partir du collégial et aussi à l'université, on a des enseignants qui sont disciplinaires. Donc, ils sont très focus sur, moi, j'enseigne la physique. C'est pas à moi à montrer à l'étudiant à développer ses compétences personnelles ou informationnelles ou ses compétences intellectuelles, apprendre à étudier. Mais si c'est le rôle de personne, qui va y apprendre? Comment on va le faire cheminer? Donc, c'est vraiment un outil de réflexion pour structurer les programmes puis Yeah. amener aussi les enseignants à réfléchir à c'est quoi leur rôle, comment ils font pour développer ces compétences essentielles-là qu'on a besoin pour apprendre. Qui vont favoriser les compétences disciplinaires ultimement puis les savoirs disciplinaires. Il ne faut pas le voir comme un plus, mais comme une complémentarité pour mieux se développer sur le plan disciplinaire. Je suggère de passer quand même Oui, sur tout les à guides fait. de Donc, lecture. c'est un des Parfait. outils. Continue, Julie, là, dans les outils, il y a des exemples, là, évidemment, de comment développer les compétences essentielles. On a développé, encore dans ce sujet-là, une infographie pour les étudiants, mais aussi un test autodiagnostic des compétences essentielles aux études supérieures, donc qui peut être utilisé par les personnes apprenantes et qui réfère à une banque d'outils par la suite. Ah, moi, j'ai de la misère avec mes compétences langagières, on a répertorié quels outils peuvent les aider à la fin du test en fonction du résultat qu'aura l'étudiant. Il est dirigé vers certains outils. Test confidentiel en ligne où on peut enregistrer et télécharger nos résultats, mais qui n'est pas enregistré avec un nom, rien du tout. Donc, c'est complètement anonyme. C'est assez chouette. Bon, continuons. Ça, c'est On d'autres continue. outils. Parfait. Les besoins, on en a parlé brièvement, mais on a une infographie on a dit qu'il y a 10 grands besoins qu'on vit une transition. On a des infographies pour chacun de ces besoins-là. On a également des vidéos qui les expliquent, des exemplifications de soutien à ces besoins. Test diagnostic aussi pour les personnes apprenantes par rapport à leurs besoins, mais aussi pour les gens en institution. Est-ce que vous êtes au courant des besoins de vos étudiants? On peut demander ça aux gestionnaires, aux enseignants dans les établissements donc professionnels pour voir eux où ils se situent, c'est quoi leur zone d'ombre, pour qu'ils puissent eux aussi, s'ils ne connaissent pas les besoins des personnes apprenantes, comment peuvent-ils les soutenir? Donc, un autre exemple d'outil. On pourrait continuer là, avec les outils, mais je vois le temps, là, 9h57. Pour vous, je ne dirai pas l'heure, là, mais le temps file. Donc, c'est ce qu'on voulait vous présenter en cette fin d'après-midi Oui, chez vous. mais je rajouterais peut-être là, avant lien avec ces mots-clés-là, le modèle, il se veut agile, contextualisé et utilisable. Il a été développé, oui, dans un contexte québécois. Par contre, la force du modèle, c'est de pouvoir être malléable, de pouvoir être utilisé en tout ou en partie, d'être contextualisé, contextualisable, devrais-je dire. Donc, il peut s'adapter très, très bien selon les réalités, puisque c'est un modèle, comme on disait tantôt, éducationnel, explicatif, et il se veut utilisable. En tout et partout, je réitère, Marjolaine le disait, selon vos documents, selon les plans cadres, selon les plans stratégiques, selon les approches, si ce n'est que le vocabulaire, si ce n'est que certains des outils, c'est un modèle qui est vraiment à géométrie variable et qui peut être il est assez fort pour soutenir un cadre complet, mais il pourrait seulement être utilisé aussi en petites pièces détachées et puis il est formulé de cette façon-là. Alors, merci. On s'est dépêché aussi parce qu'on se disait que vous auriez probablement des questions sur le modèle. Donc voilà. Merci. Merci à vous. Effectivement, on peut consacrer maintenant un temps d'échange et de questions. N'hésitez pas à allumer votre caméra, lever la main pour interagir, pour intervenir. Si vous n'en avez pas la possibilité, vous pouvez toujours évidemment écrire vos questions dans le chat. On se chargera aussi de les relever, mais voilà, essayons de maximiser les interactions si possible. Et donc, on va veiller au temps, 15 minutes. Donc, ça fait pour nous un peu avant 16h15 ici. N'hésitez pas, hein, c'est toujours les premières qui... Je vois des remerciements dans le chat pour le moment. On est consciente aussi que c'est un très gros modèle, là. Donc des fois, ça prend un certain temps d'appropriation pour avoir des questions.
Pierre, Je est-ce vais que je vous laisse prendre, animer la oui. séance de questions ou vous voulez que je le fasse? Comme vous voulez, on peut, avec François, je vois Bénédicte qui a une main levée en premier. Oui, c'est fait pour se lancer. Merci en tout cas pour cette présentation toujours aussi intéressante. Alors, c'est pas la première fois que j'entends la présentation de ce modèle et à chaque fois, j'en redécouvre toute la richesse. Donc, franchement, c'est très, très inspirant, je trouve, les questions que l'on rencontre. Comme vous avez déjà, vous l'avez construit avec toute la communauté. Maintenant, je suppose qu'il est en phase aussi d'expérimentation. Est-ce qu'il y a déjà des choses que que vous pouvez nous partager par rapport d'étudiants et d'étudiantes ou des professionnels? Est-ce que ça a changé déjà une certaine vision de vos collègues à l'égard des étudiants et étudiantes? Est-ce que du côté des étudiants et étudiantes, il y a aussi des changements qui sont occupés à s'opérer dans leur rapport au savoir, dans leur rapport aux études, etc.? Oui, c'est une bonne question. On est davantage dans une phase depuis, on a lancé le modèle en 2025, en mai 2025. Je vous dirais que cette année, on est beaucoup dans la sensibilisation. Les gens sont beaucoup dans l'appropriation ou dans le soutien à l'appropriation. Les effets réels de l'utilisation et de l'inclusion de notre modèle dans les structures actuelles, c'est trop tôt pour constater ces distinctions-là. Par contre, ce qu'on reçoit beaucoup du terrain, c'est de dire enfin, il y a un modèle qui existe pour dire ce qu'on se tue à dire depuis 10 ans. Que les gens sont vraiment très, très contents d'enfin avoir un modèle qui leur donne, on l'a fait avec eux, qui leur donne une voix et qui ancre leurs préoccupations. Plusieurs projets se sont déployés, par contre, Ouais. en lien avec le modèle. Les Ouais. outils sont utilisés sur le terrain. Des gens ont déjà commencé à les adapter. Tantôt, je parlais, par exemple, du référentiel de développement des compétences. Ben, il y a des cégeps qui l'implantent dans leur programme, qui rédigent leur plan cadre Ouais. en fonction de ça. Mais de notre côté, bon, c'est vrai, beaucoup de sensibilisation. Et malheureusement, pour nous, le contexte financier fait qu'on n'a pas de budget pour faire une recherche sur évaluer, dans le fond, l'impact de l'utilisation. Pour le moment, on rêve encore, peut-être que ça va changer. Merci. Merci, Madame Bénédicte, c'est le fun de te voir. Oui. Monsieur Brion? Alors, je ne sais pas si c'est Monsieur Brion ou si c'est Madame Laurence Brion. Madame Brion. Il existe un Monsieur Brion qui C'est aussi, vrai? oui, il travaille en communauté française dans une autre haute école, donc ça pourrait. Donc voilà. D'abord, merci pour cette présentation et moi je suis bluffée par la richesse du modèle et quelque part la manière dont vous avez pu conceptualiser et articuler une série de notions qui effectivement sont diffuses et pas toujours reliées. Donc voilà, très impressionnée. J'aurais deux questions pour vous. La première, si une institution, une région autre que le Québec voulait se lancer dans un travail comme celui-là, vous auriez peut-être des conseils à donner. Et si oui, lesquels seraient-ils? Parce qu'il y a peut-être eu des écueils dans le travail que vous avez mené qui font que, bon, on peut peut-être donner des conseils à ceux qui commenceraient ou qui voudraient débuter un travail comme celui-là, peut-être même à une plus petite échelle, à l'échelle d'une institution ou de plusieurs institutions ensemble. Première question. Deuxième question. Dans ce modèle MSTR, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de voir la place que vous avez réservée, notamment aux transitions des adultes qui reviennent aux études après un parcours professionnel, parfois sans avoir eu un parcours d'études supérieures ou d'études bon, qui se soient soldées par la réussite, parfois qui sont surdiplômés et qui reviennent pour des raisons X ou Y. Et donc la place de ces adultes dans ce modèle-là. Voilà, merci. Merci. Je réponds à la première question, Marjolaine, je te laisse la deuxième. La première me fait, ce qui émerge, c'est la zone d'ombre qui s'est dessinée dans le projet. Ça a été seulement pas tout à fait 3 ans pour développer tout ça.
Si on avait eu plus de temps, on serait probablement allé documenter les représentations, les perceptions et les attentes, qui est un filtre déterminant dans non seulement l'utilisation du modèle, mais dans le soutien des transitions, dans le soutien à la réussite. Quand on parle d'attente ou de filtre, mais c'est comment chaque personne considère qu'une personne devrait faire par elle-même, l'autonomie. Comment la personne considère, selon chaque corps d'enseignant, selon chaque corps de disciplinaire, pardon, ou selon chaque type de professionnel, mais les attentes sont très fortes. À géométrie variable, ce qui semble impacter de façon défavorable les personnes apprenantes dans leur transition, puis dans leur prétitude, dans leur préparation, dans l'ajustement. Donc, ça, c'est une zone d'ombre qui pourrait être aussi un point d'ancrage pour bien utiliser le modèle, de s'assurer de bien connaître et de bien mettre à niveau les attentes et les perceptions des gens face aux transitions, face à la réussite. J'ajouterais peut-être, Julie, en réponse, là, tu sais, quelqu'un qui voudrait faire, si votre souhait, c'est de faire votre propre modèle propre à la Belgique ou pour votre institution, là, les conseils que j'aurais à donner, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une volonté, qu'il y ait une impulsion. Nous, on a un budget de 3,75 millions, donc ça, c'est la base. Mais après, je pense que nous, la clé, ça a été de le faire pour et par. Avec. On a entendu la voix de tout le monde a été. Il n'y a pas un modèle qui a été imposé. Peut-être anecdote, nous, on travaillait avec des chercheurs. Les chercheurs chez nous, je ne sais pas si c'est le même chez vous, chez nous, ce qu'ils veulent, c'est publier. Ben, souvent, il fallait les ramener et puis leur dire non, non, mais tu sais, ta publication, là, je comprends, là, pour ta carrière à toi, c'est bien. Nous, on veut des outils, on veut que les gens puissent l'utiliser concrètement sur le territoire. Donc, toujours ramener pour qui on le fait, puis avec qui on le fait, puis faire des allers-retours, par exemple, avec nos communautés de pratique. Moi, quand les chercheurs me disaient, ben moi, mon livrable, ça va être de faire un article scientifique, puis que j'allais sur le terrain, puis que je disais, qu'est-ce que vous avez besoin pour mettre en œuvre le modèle? C'était des outils, c'était des guides, c'était des exemples, c'était pas des articles scientifiques. Donc, tu sais, vraiment, le lien avec le terrain est super important, selon moi, puis de les informer tout au long, tu sais, la transparence, les informer, les mettre dans le coup, leur donner la voix pour que quand le modèle, il sort, ben, ça soit le leur, puis qu'ils aient vraiment le goût de le faire vivre. Là, Marjane et moi, c'est emballé et on vient de se dire en chat, on ne se rappelle pas de la deuxième question. Est-ce qu'il est possible pour vous de nous la répéter, s'il vous plaît? Ouais, dans le chat, une question de Mouria. Dans votre recherche, comment avez-vous procédé? Excuse-moi, Pierre. Madame Brion avait une deuxième question, puis on n'est pas certain de l'avoir bien compris. C'était en lien. Pardon. C'était en lien avec les adultes hors prise d'études. Oui. Oui, c'est ça. Oui, mais dans le fond, je vais rappeler un élément que j'ai dit tantôt, la main de poker. C'est cette idée-là de peu importe le besoin lié aux transitions, peu importe que son projet d'études soit, comme moi, j'ai ça, le retour aux études, là, j'en fais une fixation, je déteste ce vocabulaire, je ne suis pas retournée nulle part, j'ai continué mon parcours éducatif plus loin dans ma vie avec des modalités qui étaient différentes de ceux qui font un parcours plus standard sans prendre de pause pour avoir 2 enfants. Donc, il y a cette idée-là que peu importe le rythme, peu importe la boucle, peu importe les interruptions, qu'elle va vers la formation professionnelle, peu importe, mais sa main de poker, ses dimensions à soutenir sont simplement différentes d'une autre personne apprenante qui serait issue de l'immigration, par exemple, ou encore d'un étudiant plus standard là, à ce qu'on s'appelle. Donc, c'est ça, c'est spécifiquement ça le message derrière le modèle, c'est d'aller vers une conception universelle et où la diversité devient la norme, peu importe les besoins. Fait que je faisais pour la main de poker, vous allez vous en rappeler. Peu importe les besoins. J'ajouterais, Julie, l'étudiant, par exemple, qui a eu une formation professionnelle, qui a travaillé pendant 10 ans, qui retourne à l'école, quand il va arriver, peut-être que ses compétences, comme pour le métier d'étudiant, vont être à mettre à jour. Donc là, il va falloir le soutenir à ce niveau-là, diagnostiquer ça dès maintenant, puis l'aider à s'actualiser, notamment pour ses compétences numériques, ses compétences informationnelles. C'est un exemple. On a 3 projets de recherche qui ont collaboré avec des gens de la formation professionnelle pour co-construire le modèle. Donc, on n'a pas un modèle différent pour ceux qui viennent de la formation professionnelle ou pour ceux qui ont un parcours régulier. Le modèle s'applique, puis dans les rapports de recherche, si ça vous intéresse, là, je vous envoie vers le rapport de la Mauricie, de Rimouski et du Saguenay, là, qui ont collaboré très proche avec ce milieu. On aurait probablement le temps pour maximum 2 questions. On peut peut-être en venir à la question dans le chat. Oui. Alors, donc, on demande, dans votre recherche, comment avez-vous procédé pour identifier les besoins des étudiants et les caractériser en 10 besoins?
tout en sachant que les besoins peuvent changer en fonction du contexte, du moment académique, etc. Oui, dans le rapport de la Mauricie, c'est vraiment un regroupement qui a commencé avec des entrevues individuelles avec des personnes étudiantes. Puis là, on avait justement des personnes de la formation professionnelle, les personnes de la formation générale des adultes. On avait des étudiants au cégep. Donc, un quand même vaste échantillon d'entrevues semi-dirigées qui a été porté. Et après, on a vu qu'est-ce qui avait émergé comme besoin et on allait les valider à l'échelle du Québec avec des questionnaires qui ont été envoyés pour sonder ben, c'est quoi les besoins, puis ça fonctionnait, ça nous a permis de dire haut et fort que chaque étudiant qui vient de transition, que ce soit n'importe où au Québec, que ce soit dans n'importe quel ordre, a ces 10 besoins-là. C'est la Dans, méthodologie. Oui, merci, Marjolaine. Excuse-moi, je pensais que tu avais terminé ta phrase. Dans le chat, j'ai mis le lien direct vers le rapport de recherche de la Mauricie, qui sont ceux qui ont soutenu le développement de ces 10 grandes catégories de besoins-là. Les catégories de besoins viennent avec des éléments de besoins, sont très, très bien détaillés. Donc, ça vous permettra de comprendre, là, c'est sûr qu'en 30 secondes, c'est un peu moyen comme compréhension, mais ça vous permettra de voir que ces besoins-là sont similaires aux différents ordres, aux différents contextes aussi. C'est juste que c'est l'intensité qui varie. Si, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Je vais peut-être me permettre alors de poser enfin, un petit constat à mon tour et peut-être une petite question derrière. Ben, moi, comme toujours, quand je vous entends parler, je suis toujours assez je sais pas trop bien quel terme utiliser, mais disons curieux, enfin cette curiosité éveillée de constater qu'au final, ben, les constats sociétaux chez vous qui ont un impact sur l'enseignement sont assez similaires chez nous. Et donc, par exemple, en lien avec ce fameux check d'état de satisfaction que vous faites, voir si la personne apprenante est toujours bien dans son projet ou pas. J'imagine que les possibilités sont pas infinies. En tout cas, dans notre type d'enseignement, ben, on a un certain nombre de cartouches, pour le dire comme ça, limitées. Est-ce que chez vous, en cas d'insatisfaction, est-ce qu'il y a ben, un certain beaucoup de possibilités de potentiellement changement de projet, ou est-ce que dans les solutions possibles, il y a quand même une grande part qui est, je veux dire, intrinsèque pour s'accrocher au projet, mais le vivre d'une manière différente, ou une adaptation, mais tout en continuant sur la même linéarité? Oui, C'est c'est une bonne intéressant. question. Oui. Je dirais les deux, hein, parce que dans le fond, dans les cheminements, l'étudiant qui se sentirait pas bien pourrait modifier son cheminement, choisir un cheminement à temps partiel au lieu d'à temps complet. Il peut jouer aussi sur ses choix de cours et tout ça, mais il y a une panoplie. Ce qui est beau dans notre système, c'est qu'on peut avoir un étudiant au doctorat qui retourne en formation professionnelle et il n'y a pas d'embûche là, pour retourner, pas pour retourner, mais pour aller se spécialiser ou dans un sens comme dans l'autre. Ouais. J'ajouterais que je viens de perdre mon idée. Je vais ajouter quelque chose de super pertinent, j'ai oublié. J'ajouterais rien finalement. Merci. Ah oui, j'ai trouvé. J'allais dire que ça dépend des disciplines. J'allais dire qu'une nuance importante à apporter, c'est que sur le plan disciplinaire, il y a certains programmes, comme les programmes techniques, qui ont peut-être un peu moins de latitude sur l'interruption, sur l'enlever des cours, par exemple. Nous, on a des sessions à 5 cours là, à l'université, par exemple. Mais il y a des programmes comme Génie, par exemple, où c'est très serré. C'est des programmes qui sont très, très, très chargés. Bien, c'est un peu plus difficile parfois de prendre des sessions plus allégées. Mais par contre, entre autres, compte tenu de la génération d'étudiants actuelle, les établissements offrent de plus en plus de mesures justement pour alléger les sessions et moduler parce qu'au lieu d'essayer de dire ben, les étudiants, il faut qu'ils changent, les établissements, c'est ça l'air du temps présentement ici, le collégial à l'université, ben, on va s'ajuster. La majorité souhaite ça. Ben, on n'a plus le choix de s'adapter plutôt que de demander toujours à l'étudiant de s'adapter dans le système qui ne convient pas à eux. Donc, il y a même une belle ouverture de plus en plus grande par rapport à l'ajustement des différents projets. Oui, puis on sait que quand on change de parcours, parfois il y a des cours préalables, des maths, de la Oui. physique qui doivent être faits, mais c'est fait avec la formation générale des adultes ou avec les cégeps. On peut faire ces formations-là à tout moment, Yep. à tout âge. Merci. Je ne sais pas si on a encore le temps pour une question.
difficilement. Bon, si je ne vois personne se précipiter, je vous propose de conclure. Alors, merci à toutes et à tous pour votre présence et vos partages. Évidemment, un merci tout particulier à nos deux intervenantes, Marjolaine et Julie, à qui on souhaite le meilleur pour la suite aussi. N'hésitez pas à aller consulter effectivement toutes les ressources qui ont été présentées, dont on a parlé. On remettra évidemment les liens en suivi ici de ce webinaire. On proposera un lien d'enregistrement aussi qui sera disponible et diffusé d'ici peu à vos établissements. Et voilà, merci à toutes et à tous et on vous souhaite un bon week-end. Merci. Merci beaucoup. Bon week-end à vous. Merci. Au revoir, merci. 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 Au revoir. Au revoir.